Un mot sur le dollar face au yen japonais aujourd'hui, à moyen et long terme. Pour comprendre l'évolution de cette paire, c'est quand même beaucoup de fondamentales. Euh, il faut avoir la notion et la conscience de qui joue le rôle de valeur refuge par rapport à quelle situation, etc. Donc c'est quand même pas quelque chose d'évident. Je suis pas spécialiste de ça en plus. Donc j'essaie de donner mon avis vraiment de manière humble parce que je suis pas des plus renseignés. Donc je vais vous dire ce que je pense. N'hésitez pas à commenter, à critiquer, etc. Ceux qui connaissent mieux la situation, etc. Alors, voilà, je trace. Alors, on va mettre ça d'une autre couleur. Mes fibos, j'ai mon canal baissier. Comme toujours, j'essaie de faire quelque chose d'assez simple techniquement. Pas besoin de trop se compliquer la vie, je pense. Donc on a une grosse dynamique baissière sur le dollar face au yen qu'on observe depuis le déclenchement de la crise des subprimes. Donc le dollar, on l'a vu, a joué un rôle de valeur refuge face à beaucoup de devises, mais face au yen, ça n'a jamais été le cas. Et ça ne s'est pas repris non plus depuis 2009. Malgré également la crise de Fukushima, il n'y a pas eu de baisse significative du yen et on a toujours un yen qui est très fort. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, en 98, le dollar face au yen cotait 146,97, ce qui veut dire qu'il fallait 146 yens, 147 presque, pour avoir un dollar, et que désormais il faut 75 yens pour avoir un dollar. Ça a donc été divisé quasiment par deux en 15 ans. Donc c'est très 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 significatif, mais vraiment à un point extrême, parce que faut se rendre compte de la valeur des choses et par exemple des sociétés qui ont des actifs en dollars ou l'inverse, c'est très très significatif. Alors, ce qu'on constate aussi, c'est qu'auparavant, donc en 95, on était sur un dollar face à une qui était 77,49. Donc je constate que c'est quand même une période de vie très volatile. Alors, quels sont les intérêts des uns des autres? Pourquoi telle ou telle devise évolue? Je pense que pour ça, c'est indispensable de connaître l'économie et la manière dont est géré le budget et les taux d'intérêt et les réserves en change de chaque pays. Je ne suis pas spécialiste, mais bon, au niveau des États-Unis, on connaît tous à peu près la situation. Donc les États-Unis sont très très endettés et ont fait énormément de politiques de relance qui leur coûtent cher. Ils ont perdu leur triple A. Maintenant, les États-Unis restent les États-Unis. Pour le moment, ça reste l'économie la plus puissante du monde, même si on a des pays émergents qui deviennent très puissants. Au-delà simplement de l'économie, c'est au niveau de la géopolitique que les États-Unis sont très puissants. Ce qui veut dire que beaucoup de pays ont des intérêts par rapport aux États-Unis et par rapport au dollar. Il y a des produits qui ne s'échangent qu'en dollars, sur lesquels les États-Unis mettent des pressions pour que ça continue. Donc il y a beaucoup d'autres pays, dont des pays émergents très forts, qui n'ont pas d'intérêt à ce que le dollar s'effondre, avec notamment la Chine qui détient une grande partie de la dette américaine. Voilà, donc tout ça pour dire que le dollar a un rôle de valeur refuge. Alors pourquoi le dollar s'est autant effondré ces dernières années alors que justement on a des années critiques et donc théoriquement les valeurs refuges sont censées monter comme on l'a vu avec l'or. Le Japon c'est un modèle différent. Le Japon c'était une économie qui était très forte dans les années 80-90 qui a ensuite ralenti dans les années 2000 avec une concurrence forte de la Chine notamment et des autres pays asiatiques qui se sont réveillés à ce moment. Maintenant, au niveau du Japon, je crois qu'on a un système de dette qui est détenu essentiellement par l'épargne des Japonais. Et donc, donc malgré que le Japon soit endetté, c'est pas la même approche que les dettes que peuvent contracter les États-Unis ou l'Europe. Et donc c'est ce qui a conféré au Japon, au yen, son rôle de valeur refuge. Je ne connais pas exactement le mécanisme, donc je ne vais pas parler de ce que je ne connais pas. C'est ce qu'on m'a expliqué rapidement. Alors, au-delà de ça, ces derniers temps, on a quand même un dollar qui s'est largement effondré, un yen qui est devenu très très haut, peut-être trop haut, en tout cas trop au regard de la banque centrale japonaise, donc la BOJ, qui a tenté de faire des interventions à de multiples reprises, mais sans grand succès pour le moment, puisqu'à chaque fois qu'on a eu des interventions, donc ça a été le cas notamment en mars dernier, et puis plus récemment en octobre, fin octobre, ça n'a pas eu d'effet significatif excepté sur du court terme, et on a toujours eu des vendeurs qui ont remis de la pression sur cet actif. Alors, techniquement, je constate que la dynamique de fond est baissière, qu'on est très bas,
qu'on est sur des plus bas historiques, hein. En tout cas depuis les années 92, j'ai pas un historique qui va plus loin que ça. Donc l'économie japonaise, elle n'est pas, elle est pas au top, mais elle n'est pas mauvaise non plus. En ce sens où il faut savoir que le Japon, c'est encore le pays qui injecte le plus d'argent dans la recherche et le développement. Ça reste quand même un grand leader dans tout ce qui est haute technologie. Donc ça, c'est quand même un secteur d'avenir. Donc ça, c'est plutôt porteur pour l'économie japonaise. Maintenant, en ce qui nous concerne, la valeur d'une monnaie, c'est pas uniquement le fruit de la santé économique du pays, mais il faut voir plus haut que ça. Fondamentalement, il y a des arguments en faveur de la hausse du yen. Maintenant, le yen s'est quand même largement évalué au cours des dernières années. Le Japon, c'est quand même un pays, qui importe. Donc un yen fort, c'est bon pour leurs importations, mais c'est mauvais pour leurs exportations. Le Japon, c'est quand même un pays qui exporte beaucoup, notamment dans tout ce qui est haute technologie. Il y a un moment où il faudra bloquer ça. C'est pour ça qu'on commence à faire des interventions de la BOJ. La BOJ a également, je crois, demandé aux autres pays de ne pas contribuer à cette hausse du yen. Donc dans ce contexte, moi je pense quand même, je peux me tromper, mais qu'on peut avoir des arguments fondamentaux en faveur d'une correction, qui ne soit pas forcément énorme, mais je vois pour le moment, mais c'est vraiment personnel, je peux me tromper, je vois pas le mouvement continuer indéfiniment. D'ailleurs, on voit un ralentissement dans le mouvement baissier, puisque par exemple en mars, on avait marqué les premiers plus bas à 77,51. Là, fin octobre, on a marqué les plus bas à 75, alors, je ne sais pas de bêtises, 75, 39. Donc c'est toujours des plus bas de plus en plus bas, mais ça ralentit, c'est rien comparé à ce qu'on avait auparavant. Donc là, on semble quand même commencer à trouver une zone tampon, une zone de support et des acheteurs qui ne capitulent plus et commencent à tenter de donner de la voix. En tout cas, on n'a plus une accélération baissière sans fin, comme on avait l'impression de l'avoir auparavant. Alors, techniquement, moi je pense qu'on peut avoir un potentiel intéressant, puisque l'avantage c'est qu'on est presque sur les plus bas. Donc en mettant son stop loss sous les plus bas, sous les précédents plus bas, ce qui est assez significatif. Après, il faut se méfier aux chasses au stop, parce que par exemple ceux qui l'ont fait il n'y a pas longtemps avec les plus bas de mars, se sont fait chasser leur stop, alors que d'ailleurs on a corrigé directement. On peut peut-être l'éloigner un peu, ne pas trop le coller au précédent plus bas. Mais ça peut être intéressant, c'est un risque à prendre. Ça reste une position contre la tendance, donc c'est toujours risqué, c'est une approche contrariante. Je pense que c'est un risque qui peut avoir la chandelle et on peut avoir un ratio gain-perte pertinent et bien supérieur à 1. Donc prendre position à l'achat dès maintenant, c'est peut-être pas des plus cohérents. En tout cas techniquement, si on regarde, même si on prend des résistances obliques baissières plus court terme, on est toujours sous ces résistances obliques baissières. Donc c'est peut-être un peu tôt pour prendre position à l'achat, puisqu'on n'a pas de vrais signes que les acheteurs veulent reprendre en main ce marché. Donc pour moi, techniquement, le plus cohérent ici, c'est d'attendre qu'on ait une cassure au moins de la résistance oblique baissière qui conduit le mouvement baissier depuis les plus hauts de mai 2010, tracé en noir sur le graphe. Et à ce moment-là, on aurait quand même une indication d'une volonté des acheteurs de reprendre en main le marché, tout en étant assez proche des précédents plus bas pour avoir un stop loss serré qui permet un ratio gain-perte intéressant et donc de justifier d'une prise de position contre la tendance de fond. Attendre la cassure de la résistance oblique baissière long terme, tracée en bleu sur le graphe, qui conduit le mouvement baissier depuis les plus hauts de août 2008. Ça nous fait quand même s'éloigner des précédents plus bas. C'est plus de sécurité, mais c'est également un ratio gain-perte qui sera inférieur. Alors, le stop loss, j'ai clairement précisé. Au niveau des objectifs, les 23.6 seraient au niveau des 83.61. Les 38.2 seraient au niveau des 88.77. Je ne vois pas aller chercher plus haut. Je pense simplement à une phase de correction, trader une phase de correction. Donc, plusieurs manières de jouer ces objectifs. Soit on en choisit l'un ou l'autre selon la confiance qu'on a dans un scénario haussier. Voilà, essentiellement c'est ça. Soit on choisit d'adopter une approche avec une sortie multiple. Donc un premier objectif par exemple à 83,61. On peut faire plusieurs choses, soit on laisse le stop loss inchangé, soit on déplace le stop loss au niveau du point d'entrée pour sécuriser la seconde partie de sa position. Et à ce moment-là, on va chercher un second objectif à 38,2.
Donc voilà, les différents scénarios que je trouve intéressants sur le dollar face au yen japonais. Pour ceux qui ont une approche baissière, ce qui peut être justifiable, rentrer à la vente dès maintenant, pourquoi pas. Maintenant, attention aux interventions de la BOJ. Peut-être jouer la cassure des précédents plus bas avec un sell stop sous les précédents plus bas qui sont à 75,43 est plus cohérent que notre position dès maintenant, sachant qu'on a quand même une zone de support qui est efficace depuis mars dernier. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de support, je vois pas un gros potentiel pour la baisse. Et je vois des acheteurs qui reprennent quand même le marché de manière assez virulente, aidés parfois par la BOJ. Donc ça, c'est pas évident non plus à gérer quand on est contre une banque centrale. Si on casse les précédents plus bas, en revanche, on pourrait penser que les acheteurs capitulent et on pourrait penser à une accélération baissière significative comme ce que l'on a eu auparavant. Maintenant, je privilégie moi l'achat sur le dollar face au yen. C'est mon avis personnel. Voilà, à voir. Je pense avoir détaillé ce que je voulais. Donc n'hésitez pas à donner vos avis et à me reprendre si je dis des bêtises, surtout, n'hésitez pas. Bonne journée à tous et à bientôt sur videobourse.fr.